Il arrive à chacun de traverser des périodes où l'on ressent le besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, sans toujours trouver les mots ou l'élan pour l'exprimer. Si tu te reconnais dans ce sentiment, sache que tu n'es pas seul. Bienvenue sur Conseil Stoïcien. Ce contenu n'est pas qu'une simple vidéo, c'est un espace de réflexion et d'accompagnement conçu pour t'aider à avancer, où que tu sois et quand tu en ressens le besoin. À travers la sagesse des philosophes stoïciens, nous allons explorer 12 leçons incontournables inspirées du stoïcisme, afin que tu puisses enfin reprendre pleinement les rênes de ton existence. Si tu écoutes ces paroles, c'est sans doute que tu ressens ce désir de changement, une aspiration à mieux comprendre comment retrouver le contrôle sur ton quotidien, ou comment reprendre pleinement les rênes de ton existence. Ce programme a été pensé pour t'apporter les meilleures leçons du stoïcisme, distillées en messages clairs et concrets, afin que tu puisses y revenir à tout moment. Que tu cherches à gagner en clarté d'esprit, à renforcer ta discipline ou à trouver la sérénité malgré les tempêtes, ces enseignements sont là pour t'accompagner à chaque étape. Avant de plonger dans ces leçons, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je m'engage à mettre de l'ordre dans ma vie ». Fais ce geste pour conclure un pacte avec toi-même et franchir la première marche vers la meilleure version de qui tu es. Fais-le maintenant et donne à cet engagement une réalité concrète. Prépare-toi à parcourir, pas à pas, un chemin vers une existence plus ordonnée, plus consciente et plus alignée avec ce que tu es profondément. Installe-toi confortablement, respire et ouvre ton esprit à ce voyage. Parfois, une simple phrase peut amorcer un véritable changement. Es-tu prêt à reprendre les rênes de ta vie? Commençons. Leçon numéro 1. Ton environnement reflète ton esprit. Ce n'est pas un simple adage, c'est une réalité vérifiable. Observe l'état de ton bureau, ta chambre, ta cuisine, ta voiture. Y vois-tu un grand bazar ou un amas d'objets entassés depuis des semaines? Si tel est le cas, ce désordre extérieur n'est que le prolongement visible de ton désordre intérieur. Bien sûr, tu peux te dire que c'est ta créativité qui a besoin de ce chaos, ou que tu rangeras plus tard, mais cette confusion dans ton espace perturbe sournoisement ton esprit. Anxiété, fatigue, impression diffuse d'avoir sans cesse quelque chose à régler. Ton énergie se consume. Le désordre n'est pas simplement inesthétique, il épuise mentalement. Conserver des objets au cas où, t'encombrer de vêtements que tu ne portes jamais, de papiers inutiles ou de vieux souvenirs, tout cela finit par se répercuter dans tes émotions. Tu remets à plus tard ce qui devrait être fait. Tu laisses des dossiers ouverts. Tu tolères des relations caduques. Comme le disait Marc Aurèle, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Mais comment prétendre avoir des pensées limpides dans un décor qui hurle la confusion? Le premier geste n'est pas la rigidité, mais la lucidité. Le minimalisme n'est pas une mode, c'est un outil pour récupérer de l'attention. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais de garder uniquement l'utile ou le porteur de sens. Commence petit. Un tiroir, un sac, un coin de bureau. Pour chaque objet, questionne-toi. Quelle valeur réelle m'apporte-t-il? Suis-je attaché à lui par habitude ou par vraie utilité? Au fur et à mesure que tu libéreras ton espace, tu sentiras ton esprit respirer. Ranger son environnement, ce n'est pas rechercher la perfection, c'est déclarer « Je me prends suffisamment au sérieux pour ne plus tolérer le chaos ». L'ordre physique n'est cependant qu'un prélude à l'ordre émotionnel. À quoi te sert une maison impeccable si tu te laisses envahir par des relations néfastes, des comportements destructeurs ou des routines stériles? Tu dois aussi mettre de l'ordre dans tes liens affectifs, tes habitudes, tes distractions. Épictète expliquait qu'il fallait distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Or, ton environnement fait bien partie de ce qui dépend entièrement de tes choix. En l'organisant, tu fais un premier pas vers la clarté intérieure. Souviens-toi, un espace chargé de bruit, d'objets inutiles ou de personnes toxiques t'empêche de progresser. Moins tu as de désordre, plus tu gagnes en concentration et en paix. Si tu es décidé à clarifier ton esprit en commençant par ton espace, va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je mets de l'ordre dehors pour guérir dedans ». C'est ainsi que tu prépares le terrain pour mieux te concentrer sur l'essentiel. Leçon numéro 2. Planifie ou subis les conséquences.
Planifier ou périr peut paraître dramatique, mais c'est la stricte vérité. Sans une vision à long terme, tu passeras ta vie à éteindre des feux sans comprendre pourquoi ils se propagent. Tu seras toujours en mouvement, mais tu n'avanceras nulle part. Beaucoup se laissent prendre par l'immédiat, l'urgence, la gratification instantanée. Ils se disent « je suis tellement occupé », alors qu'ils confondent agitation et progression. Sans un plan, tu réagis plutôt que tu ne construis. Penser sur la durée, ce n'est pas s'oublier dans le futur. C'est au contraire offrir un sens à ton présent. Cela signifie comprendre que chaque décision d'aujourd'hui te façonne demain. Épictète l'exprimait clairement. Ne te laisse pas emporter par la situation. Réfléchis aux conséquences. Nous vivons dans une culture obsédée par l'immédiateté. On veut tout de suite. Résultat, on s'épuise à gérer une foule de tâches urgentes sans jamais réfléchir à ce qui compte vraiment. Du coup, on stagne ou on tourne en rond. Pour briser ce cercle, prends le temps de t'asseoir avec toi-même et de définir une vision. Qu'aimerais-tu accomplir d'ici 1 an et dans 3 ou 5 ans? Découpe ensuite cette ambition en objectifs mensuels, puis hebdomadaires, et enfin en tâches concrètes. Les grandes victoires ne se gagnent pas à la seule force de volonté, mais grâce à la structure. Revois régulièrement ton plan, ajuste-le. Ne vis plus dans l'improvisation comme si ton temps n'avait pas de prix. Même Marc Aurèle, empereur et chef d'armée, trouvait des instants pour écrire, prévoir, méditer. Si lui y parvenait, pourquoi pas toi? Planifier te procure paix et direction. Tu ne seras plus dans la culpabilité de ne rien faire, ni dans la frénésie de courir sans objectif. Bien sûr, tu ne pourras pas tout réaliser. Tu devras renoncer à certaines choses, en sélectionner d'autres, définir de réelles priorités. Le courage est là, dire non aux opportunités qui ne servent pas ton dessein final. Ne tombe pas dans l'illusion de progrès où tu t'agites beaucoup sans rien concrétiser. Savoir que tu es plus avancé qu'hier te donne la force de continuer. Planifie ou péris. Non parce que tout se déroulera exactement comme tu l'as imaginé, mais parce que sans plan, tu es voué à orbiter autour de l'instant sans jamais édifier quelque chose de stable. Si tu es prêt à ne plus subir la vie, au jour le jour, va en commentaire et écris. À partir d'aujourd'hui, mon futur a un plan. C'est le pas décisif pour transcender la simple survie et commencer à orchestrer ton destin. Leçon numéro 3. Ce que tu consommes façonne ta pensée. Nous ne parlons pas uniquement de nourriture, mais aussi d'informations, de réseaux sociaux, de conversations, de livres, de musique, de tout ce que tu ingères par tes sens. Tout cela modèle ton mental, ta créativité, ta sérénité. À l'ère de la surinformation, les flux d'actualité et de divertissement sont omniprésents. Tu as l'impression d'être connecté, cultivé, amusé, mais ton esprit ne se repose jamais, constamment stimulé par des micro-satisfactions de dopamine. Résultat, tu deviens plus dispersé, plus anxieux, moins capable de soutenir ton attention sur une tâche profonde. Une diète de dopamine n'implique pas de te couper totalement de la technologie, mais de réapprendre à apprécier la lecture, concentré, le silence, le travail sans interruption, une conversation réelle. Tant que ton cerveau sera noyé dans le bruit, il t'en coûtera de te focaliser sur ce qui est vraiment essentiel. Interroge-toi. Ce que je regarde, lis ou écoute, nourrit-il mon esprit ou le pollue-t-il? Faire défiler un fil sans fin n'est pas la même chose que lire un livre. Te noyer dans des opinions vides ne vaut pas une discussion sincère. Laisser l'algorithme choisir ce que tu regardes n'est pas agir en conscience. Si ton esprit est saturé de contenu futile, comment pourrais-tu interpréter la vie avec sagesse? Épictète l'a dit. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais l'interprétation que tu en fais. Or, tes interprétations dépendent de la clarté de ton mental, donc de la qualité de tes sources. Commence par trier. Fais-le. Ménage dans tes réseaux. Désabonne-toi des chaînes et newsletters qui ne te servent pas. Supprime ou limite l'accès aux flux qui alimentent ta comparaison, ta colère, ta tristesse. Tu ne dois pas être à l'affût de chaque tendance, ni avoir un avis sur tout. Tu as besoin de clarté et de capacité de discernement. Protège ton attention comme un trésor, car les entreprises se battent pour la capter.
Ne gaspille pas chaque jour des heures dans du contenu vain. Installe des limites, coupe les notifications sur certains créneaux, introduis des périodes sans écran. Prends le temps de lire en profondeur. Au début, tu ressentiras un manque. Ton cerveau réclamera ces doses de stimulation rapide. Mais si tu résistes à cet appel, tu découvriras une meilleure concentration, des décisions plus éclairées et surtout la sensation de reprendre possession de ton esprit. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Aujourd'hui, nous pourrions ajouter « Ton âme prend la couleur de ce que tu consommes ». Choisis donc avec discernement. Si tu es prêt à te libérer de la dictature de la distraction, va en commentaire et écris « Je choisis de nourrir mon esprit avec intention ». Ce sera ta première vraie déclaration d'indépendance. Leçon numéro 4. Les relations toxiques sapent ta clarté. Elles ne s'entassent pas dans une pièce comme des objets, mais elles créent le même chaos dans ton esprit. Elles peuvent prendre la forme d'un ami d'enfance, d'un proche, d'un partenaire ou d'un collègue. Des liens que tu entretiens sous prétexte de loyauté ou de nécessité, alors qu'ils te freinent, te rabaissent ou t'épuisent psychiquement. Souvent, ce n'est pas à coups de cris, mais par des remarques incessantes, des critiques déguisées en conseils, un sarcasme constant, un chantage émotionnel subtil. À force, tu te sens pris au piège. Chaque rencontre te vide de ton énergie. Tu finis par t'auto-censurer pour éviter les conflits. Marc Aurèle rappelait à juste titre « Tu dois veiller sur ton esprit plus que sur n'importe quoi d'autre, car c'est de lui que tout découle. » Si tu laisses des individus envahir ton espace mental avec leurs doutes, leur négativité ou leur culpabilisation, tu te transformes en champ de bataille intérieur. Le premier pas, c'est l'identification. Demande-toi sincèrement, me sens-je rechargé ou alourdi après un moment avec cette personne? Puis-je m'exprimer librement ou suis-je sans cesse sur la défensive? Cette personne se réjouit-elle de mes succès ou les sabote-t-elle sous couvert de réalisme? Les réponses te montreront vite s'il s'agit d'une relation épanouissante ou nuisible. Ensuite, il s'agit de poser des limites claires, voire de couper les ponts si nécessaire. Chacun ne mérite pas un accès illimité à ta vie. C'est un acte d'amour-propre, pas d'égoïsme. Sans ce tri, tu ne pourras jamais établir d'ordre à l'intérieur. Un entourage qui te mine t'empêchera d'évoluer, quels que soient tes plans ou résolutions. Parallèlement, oriente-toi vers des personnes qui t'élèvent, t'encouragent, te challenge avec respect, sans jalousie ni condescendance. Et surtout, te permettent d'être toi-même. Mieux vaut un moment de solitude choisi qu'une compagnie qui t'étouffe. Si tu es prêt à ne plus tolérer ce qui mine ta sérénité, va en commentaire et écris « Je choisis de m'entourer de personnes qui m'alignent ». Ton âme mérite un environnement affectif sain. Leçon numéro 5. Ton corps est aussi un enjeu d'organisation. Ton esprit ne flotte pas dans les airs. Il réside dans ton corps, premier lieu qui accueille chacune de tes pensées, de tes ambitions, de tes émotions. Le négliger reviendrait à saboter ta discipline, ta clarté mentale et ta capacité à gérer le stress. Pour espérer de la concentration, de la résilience ou de la volonté, tu dois veiller à la condition de ta machine. Sommeil, activité physique, alimentation, repos. Quand ton corps bouge, ton esprit se réordonne. Le sport, sous n'importe quelle forme, n'est pas seulement une affaire d'apparence ou de prouesse physique. C'est un outil puissant d'équilibre intérieur. Chaque fois que tu actives tes muscles, tu libères des tensions. Tu augmentes ta dopamine de manière naturelle et saine. Tu respires mieux. Tu allèges ton humeur. Il ne s'agit pas de devenir un athlète, mais de bouger un peu chaque jour, marcher, t'étirer, soulever quelques poids, faire du yoga. L'important est la régularité. Le repos est tout aussi essentiel. Vivre dans une société qui valorise la productivité à outrance ne doit pas te faire oublier que bien dormir, prendre des pauses, récupérer est fondamental pour ta lucidité. Un corps surmené n'a pas besoin de plus de café, mais de plus de sommeil. Un esprit saturé n'a pas besoin de davantage de volonté, mais de vraies plages de déconnexion. Marc Aurèle, lui-même évitait de trop tirer sur ses forces au risque de tout perdre.
Souviens-toi que la récupération fait partie du travail. L'alimentation est aussi un pilier d'organisation. Manger ne sert pas qu'à alimenter le corps, mais influe directement sur l'énergie de ton cerveau. Les excès de sucre, les produits ultra transformés, l'alcool en excès nuisent non seulement à ta santé, mais aussi à ton climat mental. Choisis des aliments sains, des repas équilibrés. Évite de combler une frustration par la nourriture ou de te récompenser avec des excès qui, sur le long terme, t'affaiblissent. Ne cherche pas la perfection, mais la conscience dans tes choix. Ton corps est ta première maison. Si tu en prends soin, tout le reste devient plus simple. Si tu es prêt à envisager ton corps comme la base même de ton organisation, va en commentaire et écris. Aujourd'hui, je commence à ordonner mon énergie de l'intérieur. C'est le socle de ton potentiel. Leçon numéro 6. Mets de l'ordre dans tes finances. De la même manière qu'un chaos environnemental t'épuise, des finances en désordre te plombent l'existence. L'argent n'est qu'un outil d'échange, mais il influence ta paix intérieure, tes choix, tes relations et ta capacité à planifier l'avenir. Si tu laisses tes finances dans la confusion, ce sont elles qui finiront par dicter tes décisions. Vivre avec l'angoisse de la prochaine facture, redouter le moindre imprévu, ce n'est pas la liberté, mais une prison subtile. Le premier pas n'est pas de gagner plus, mais d'établir un système de gestion. Connais d'abord ce qui entre, ce qui sort et pourquoi ça sort. Chaque euro dépensé représente une fraction de ta vie, de ton énergie. Marc Aurèle conseillait de traiter l'esprit comme un objet sacré. On peut étendre cette règle à l'argent, car il symbolise le fruit de tes efforts. Contrôler tes finances ne signifie pas vivre dans la privation, mais acquérir la lucidité, dépenser en conscience plutôt que par pulsion ou par compensation émotionnelle. Chaque achat est-il nécessaire, utile, aligné avec ce que tu veux bâtir? Libère-toi aussi de tes dettes mentales, factures en retard, promesses non tenues, crédits qui pèsent. Tout cela occupe un espace mental et te ronge de l'intérieur. Te libérer de ce poids, c'est te libérer de l'anxiété quotidienne. Commence, petit. Paie ce que tu dois. Évite de cumuler de nouveaux engagements. Constitue un petit matelas de sécurité. Dans l'idéal, vis en dessous de tes moyens afin d'investir dans ce qui te tient vraiment à cœur. Épictète nous rappelle qu'il faut examiner ce qui dépend vraiment de nous. Tes décisions financières sont entre tes mains. En prenant le contrôle, tu regagnes ta dignité. Tu ne laisses plus tes peurs, tes pulsions ou le hasard décider à ta place. Si tu es prêt à clarifier ta relation à l'argent et retrouver une vraie tranquillité, va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je mets de l'ordre dans mon argent et dans mon esprit, vers la liberté, un pas à la fois. » Leçon numéro 7. La technologie, alliée ou geôlière. Nous vivons à une époque prodigieuse où la technologie peut simplifier nos routines, accroître notre efficacité et nous connecter à des ressources incroyables. Mais elle peut aussi devenir une prison si nous laissons prendre le dessus. L'outil n'est pas mauvais en soi, tout dépend de l'usage. Tu peux utiliser des applications pour organiser tes tâches, gagner du temps, structurer tes idées, ou tu peux te perdre dans des flux de distractions sans fin. La première règle est de ne jamais oublier que c'est toi qui dois maîtriser la technologie, et non l'inverse. Utilise les applis de gestion, de rappel, de planification pour te libérer l'esprit, pas pour le saturer de notifications. Fixe des créneaux pour tes mails, ne les laisse pas t'interrompre en continu. Élabore des systèmes numériques clairs, fichiers rangés, boîtes mail triées, abonnements pertinents afin d'éviter la pollution digitale. Comme on organise sa maison, on doit organiser son espace numérique. Si des centaines d'emails lus, de dossiers épars et d'applis inutiles envahissent ton ordinateur et ton téléphone, ce n'est pas juste un fouillis virtuel, ça pèse mentalement. Accorde-toi des moments sans écran pour respirer, être présent à toi-même, lire, méditer, réfléchir, parler avec des proches sans être interrompu. Le monde du digital est conçu pour capturer ton attention. C'est donc à toi d'établir des frontières. Bien utilisées, les technologies peuvent booster ta productivité, t'aider à mener à bien tes projets.
Mal canalisée, elle te transforme en esclave moderne, scotché à tes notifications. À chaque clic, demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux construire? Si la réponse est un éloignement, revois tes priorités. Dans un monde où l'attention est le bien le plus précieux, ceux qui gèrent leurs relations au numérique deviennent les esprits vraiment libres. Si tu es prêt à cesser d'être la victime de tes écrans et à t'en servir pour avancer, va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je prends le contrôle de ma technologie ». Ton avenir ne se dessine pas en faisant des scrolls sans fin, mais en posant des actes conscients. Leçon numéro 8. L'ordre n'est pas une ligne droite. On rechute, mais on ne se brise pas. C'est une règle difficile, mais libératrice. Tu vas connaître des jours de défaillance, d'épuisement ou de désorganisation. Tu ne te lèveras pas toujours à l'heure. Tu ne tiendras pas toujours ton plan. Tu ne conserveras pas un mental cristallin en permanence. Cette réalité n'est pas l'échec, mais la vie. Tomber n'a jamais été le vrai problème. Abandonner en est un. Tant que tu te relèves, tu avances. La vie n'attend pas de toi la perfection, mais l'engagement. La persévérance est la clé, et accepter les erreurs fait partie de ce processus. Épictète l'a dit. Ce qui compte, c'est la façon de réagir à ce qui t'arrive. Quand tu flanches, plutôt que de t'auto-flageller, reviens calmement à tes habitudes, à ton plan, à tes rituels. La discipline réelle n'est pas la rigidité à toute épreuve, mais la souplesse qui permet de s'adapter. Un tronc trop rigide cède à la tempête. Un arbre qui peut plier sans rompre survit. Si ta vie s'écroule au moindre imprévu, ton système n'était pas solide, mais rigide. Apprends à mieux tomber, à te relever sans te juger. Ça ne veut pas dire te chercher des excuses, mais cesser de faire de chaque rechute une prophétie d'échec. Marc Aurèle écrivait « La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans hâte, sans paresse et sans duplicité. Il ne parle pas de vivre sans faillir, mais avec sincérité. Si tu t'égares, tire une leçon. Si tu retardes, reprends, dès maintenant. La vie n'est pas une autoroute parfaitement droite. Elle est ponctuée d'obstacles, de fatigue, de doutes. Mais chacun de ces obstacles peut te renforcer si tu décides de ne pas t'y arrêter. L'objectif n'est pas de fuir le chaos, mais de bâtir un ordre intérieur capable de résister aux aléas. Si tu acceptes de te relever après chaque chute, va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je chute, mais je ne me brise pas. » Que ta détermination soit plus constante que tes faux pas. Leçon numéro 9. L'ordre comme un acte d'amour envers toi-même. Enfin, souviens-toi que l'ordre véritable n'est pas une obligation pesante ou une contrainte tyrannique, mais un geste d'amour-propre. Chaque espace que tu ordonnes, chaque habitude que tu affirmes, chaque rituel que tu honores n'est pas seulement la preuve de ton efficacité, mais aussi celle de ton respect pour ta propre vie. Ranger, planifier, trier, se discipliner. Ce sont des décisions profondes qui disent « Ma vie est précieuse, je veux la traiter avec la considération qu'elle mérite. » Une fois que tu intègres cette idée, les tâches quotidiennes se transforment. Vider ta boîte mail ou ton tiroir, ce n'est plus une corvée, mais le reflet de ta volonté d'avancer sans encombre, d'évoluer dans un environnement clair. Prendre soin de ton corps devient un rituel de gratitude envers l'instrument de ta réalisation. Marc Aurèle recommandait de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Si tu respectais réellement cette injonction, ne ferais-tu pas de chaque acte, même banal, un geste imprégné de présence? Célèbre tes petites victoires, même si elles te paraissent minimes. Un matin où tu suis ton rituel, une journée où tu évites la distraction, une soirée où tu traites ton espace avec soin. Sans joie, l'ordre devient une prison. Avec la joie, il devient libérateur. Tu peux transformer tes routines en rituels. Pas besoin de cérémonial exubérant, mais d'y infuser l'intention juste. Ranger ton espace, c'est honorer ton temple intérieur. Planifier ta semaine, c'est manifester la gratitude d'être en vie et de pouvoir choisir. Le sacré ne réside pas seulement dans les grandes cérémonies, mais dans la manière dont tu te comportes au quotidien.
L'organisation ne doit pas s'ériger en dictature, mais devenir un art subtil qui te permet de peindre ta vie, trait de pinceau après trait de pinceau, en toute conscience. Leçon numéro 10. Réveille-toi, car ta vie ne se rangera pas d'elle-même. C'est peut-être la vérité la plus dure à entendre. Personne ne viendra te sauver. Aucun mentor, partenaire, ami, patron ou gourou ne peut effectuer à ta place le travail intérieur qui t'incombe. Le désordre actuel, qu'il soit interne ou externe, est le fruit de chaque décision que tu as ajournée, de chaque conversation gênante que tu as éludée, de chaque habitude malsaine que tu as choisi de préserver. Tant que tu refuseras de reconnaître ton entière responsabilité dans l'état où tu te trouves, tu resteras prisonnier. Il n'y a là ni punition ni fatalité, simplement une chaîne de conséquences. Et ce chaos extérieur, accumulation de factures, relations, toxiques, dettes, manque de clarté, n'est qu'un miroir de ton désordre intérieur. Le problème le plus grave, c'est que tu as fini par t'y habituer, au point de penser « je suis comme ça, ma vie est comme ça ». À l'instant où tu prononces ces mots, tu tombes dans le piège le plus destructeur qui soit. Croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y en a une. Certes, elle n'est ni confortable, ni rapide, ni magique. Elle commence par l'aveu brutal suivant. J'assume la responsabilité totale de ma vie. Tout ce que tu as toléré, permis, laissé se développer faute d'action, est là parce que tu l'as consciemment ou inconsciemment accepté. C'est douloureux à admettre, mais c'est libérateur. Car si tu l'as créé, tu peux le défaire. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Or, cette qualité se fonde sur la responsabilité que tu choisis de prendre. Tu ne peux plus accuser tes parents, ton ex, le système ou la météo. Le jour où tu cesses de pointer l'extérieur pour te tourner vers toi-même, tu commences réellement à récupérer ton pouvoir. Les signes que tu es empêtré dans le chaos sont visibles. Tu procrastines, tu fréquentes des gens qui ne t'inspirent pas, tu te plains plus que tu ne rends grâce, tu réagis au lieu d'agir, tu te sens épuisé sans raison apparente, et dans le secret, tu as la sensation de gâcher ton potentiel. C'est le cri silencieux de ton âme, mais tu préfères le noyer sous des divertissements, de la nourriture, des séries, de l'alcool, des réseaux sociaux. Tout plutôt que d'affronter la vérité. Ta vie ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Épictète l'avait déjà compris. Tu ne contrôles pas les événements, seulement ta réaction. Vas-tu continuer à te comporter en victime ou deviendras-tu le héros de ta propre histoire? Ta souffrance peut te servir d'excuse ou de carburant. Personne ne te relèvera. Et loin d'être une raison d'abandonner, c'est une invitation à fortifier ta volonté. Quand tu te lèves pour faire le premier pas, le monde n'en devient pas plus juste. Mais toi, tu deviens plus fort. Alors oui, c'est aujourd'hui qu'il faut te regarder en face, stopper le mensonge et agir. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, mais de ne plus supporter cette situation. Réveille-toi et prends la décision d'organiser ta vie. Ce ne sera pas facile, mais ce sera la tienne. Si tu te sens prêt, file dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je prends le contrôle ». Que ce soit ton premier acte de responsabilité. Leçon numéro 11. Ton agenda est le reflet de ton âme. Cela peut paraître exagéré, mais c'est pourtant la réalité. L'emploi du temps façonne la personne que tu deviens. Ton quotidien ne se construit pas sur tes pensées, mais sur la manière dont tu investis chacune de tes heures. À chaque fois que tu dis oui à ce qui ne te tient pas à cœur, tu vends une partie de ta vie, non pas pour gagner plus de liberté, mais pour glaner de la validation, de la distraction ou le sentiment illusoire de bouger. En vérité, si tu ne structures pas ton emploi du temps, quelqu'un d'autre s'en chargera pour toi. Ton boss, tes peurs, tes notifications ou toute personne assez rusée pour exploiter ton indécision. Le temps, contrairement à l'argent, ne se stocke pas. Soit tu l'investis, soit tu le dépenses en pure perte. On glorifie le fait d'être débordé, comme si courir partout et répondre à tout le monde toute la journée était un gage de succès. Or, l'hyperactivité ne rime pas avec productivité. Beaucoup s'essoufflent à force de confondre agitation et progrès, gestion des urgences et avancement sur l'essentiel. Le résultat,
Ce sont des journées passées en réaction perpétuelle et des années qui filent sans rien de solide accompli. Marc Aurèle avertissait déjà « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans, la mort te poursuit. Tant que tu respires, sois bon envers toi-même. » Et être bon envers soi-même, c'est respecter son temps. Ton calendrier ne doit pas être ta prison, mais le reflet limpide de tes réelles priorités. La plupart des gens ne programment pas leur journée, ils la subissent. Dès qu'ils ouvrent les yeux, ils attrapent leur téléphone et se laissent avaler par les nouvelles, les notifications, les urgences. Ils passent ensuite la journée en mode roulette russe, prêts à réagir à la moindre alerte, remettant au lendemain les vraies tâches importantes. Pour rompre avec ce cercle vicieux, il te faut plus qu'une simple liste de choses à faire. Il te faut une véritable philosophie de vie, appliquée à la gestion de ton temps. Demande-toi sincèrement, à quoi ressemblerait ma journée si je me respectais vraiment? Que ferais-tu le matin? À quoi renoncerais-tu? Et surtout, pourquoi? Concevoir un planning qui te soutient, ce n'est pas y entasser un maximum de tâches, c'est choisir délibérément ce qui compte. Souvent, pour être productif, il faut surtout décider de ce que tu ne feras pas. Commence par bloquer des créneaux pour tes priorités. Réflexion, création, soins du corps, repos. Protège ces moments comme s'ils étaient sacrés. Écris-les dans ton agenda. Car ce qui n'est pas programmé ne se réalise pas. Bien sûr, il te faudra oser dire non, sans justification dramatique ni culpabilité. Chaque non prononcé au nom de ton bien-être et de ta croissance est un grand oui à ta paix, ta concentration et ta liberté. Épictète disait que la liberté n'est pas de faire tout ce que tu veux, mais de ne pas être esclave des attentes d'autrui. Rappelle-toi, ta vie est tissée de tes journées, lesquelles sont façonnées par tes décisions. Si tu laisses les autres ou le hasard décider à ta place, tu t'éloigneras de ce que tu souhaites au fond de toi. Si tu es prêt à passer de la réaction à la conception, va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je deviens l'architecte de mon temps ». Ce sera ton premier pas concret vers une vie mieux maîtrisée. Leçon numéro 12. Les rituels qui te sauvent la vie. Ce n'est pas une hyperbole. Les petits moments d'ouverture et de clôture de chaque journée déterminent si tu tiens fermement les rênes de ta vie ou si tu subis un pilote automatique. Les 30 premières minutes au lever et les 30 dernières avant de dormir sont sacrées. Ce sont les portails par où pénètre l'énergie positive ou, au contraire, le chaos. Si, au saut du lit, tu te jettes sur ton téléphone pour absorber infos, messages et réseaux sociaux, tu cèdes automatiquement ta clarté à l'extérieur. À l'autre extrémité, si tu finis ta soirée hypnotisé par un écran, tu ne te reposes pas vraiment. Tu fuis simplement le silence dans une agitation constante. Les stoïciens l'avaient compris. Tout commence dans les détails. Marc Aurèle débutait ses journées en se rappelant qu'il était destiné à œuvrer pour le bien, non à se laisser engloutir par le confort ou les désirs passagers. De la même façon, tu peux t'approprier ton réveil et ton coucher en élaborant tes propres rituels alignés avec tes aspirations profondes. Au réveil, peut-être ressentiras-tu le besoin d'écrire quelques réflexions, de méditer, de lire un texte court et inspirant, ou simplement de regarder le ciel pour te souvenir que tu es vivant. Le soir, tu peux prendre quelques minutes pour noter les enseignements de la journée, formuler ta gratitude, relâcher les tensions par la respiration ou contempler calmement tes émotions. Ces rituels ne servent pas seulement à calmer l'esprit, ils entraînent ton cerveau à trouver un ordre interne, même quand le tourbillon extérieur est fort. Or, nous avons tendance à sous-estimer la puissance des petits gestes. Nous pensons qu'il nous faut un chamboulement majeur pour transformer nos vies, alors que ce sont ces routines choisies et répétées qui produisent un effet domino. Si tu commences ta journée dans le désordre, tout le reste s'y engouffre. Si tu la termines dans l'agitation, tu ne fais que reconduire cette anxiété au réveil suivant. C'est pourquoi il est crucial de maîtriser tes premières et tes dernières minutes. Elles t'appartiennent à toi seul. Ton téléphone n'est pas l'ennemi en soi. C'est ta relation à lui qui peut être délétère. Chaque fois que tu optes pour une distraction,
tu signales à ton esprit « Ceci mérite plus mon attention que mon calme, ma lucidité ou mon objectif ». Répéter ce choix jour après jour finit par tout envahir. Protéger tes rituels du matin et du soir n'est pas négociable. C'est en ces instants que tu sèmes la graine de la présence et de la concentration. Construis ton propre système. De quoi ai-je besoin pour démarrer la journée en paix? De quoi ai-je besoin pour la clore en sérénité? Mets tes réponses en pratique. Quand ces habitudes deviennent familières, tu réaliseras que tes journées ne sont plus une guerre perpétuelle, mais un enchaînement d'actions alignées avec qui tu veux être. Si tu es prêt à transformer tes matins et tes soirs en moments sacrés, va en commentaire et écris « À partir de maintenant, mes rituels sont sacrés ». C'est ici que naît ton pouvoir sur toi-même. Si tu es prêt à sacraliser ton parcours et à faire de l'ordre un signe d'amour et de respect pour toi-même, va en commentaire et écris « Dès aujourd'hui, je sacralise mon chemin ». Ta vie vaut infiniment plus qu'un mode pilote automatique. Si tu as lu jusqu'ici, écris en commentaire « Mets de l'ordre dans ta vie ». Puis abonne-toi et active les notifications pour signaler à YouTube que ce contenu est utile à ou des personnes comme toi. C'est aussi ce qui nous pousse à continuer à créer ce genre de vidéos. N'hésite pas à regarder les 2 dernières publications recommandées. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À très vite pour une nouvelle aventure.